de la mobilité de l'environnement et en particulier aussi des risques naturels. Donc j'étais à l'université d'Aix-Marseille et également dans un grand laboratoire du CNRS qui s'appelle le CEREG. Donc j'ai travaillé sur un certain nombre de fleuves dans le monde, mais celui sur lequel j'ai concentré mes recherches, c'est le Rhône et ses relations avec son delta, la Camargue. Donc deux espaces qui sont intimement liés. Et cette image du panache sédimentaire de la crue de 2002 montre bien comment le fleuve se relie bien sûr au milieu océanique et il passe nécessairement par le littoral. Donc du fleuve au littoral, ça a été un peu le sujet de mes recherches. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que, bon, vieillissant, on devient directeur de recherche. Ça ne veut pas dire qu'on arrête de chercher, mais ça veut dire qu'on a des équipes de recherche avec lesquelles on travaille, des jeunes doctorants qui sont des chercheurs et des chercheuses de très grande qualité, qui apportent leur savoir, leur énergie, leur dynamisme à l'équipe. Et donc, mon expérience, c'est celui d'un travail d'équipe. Quelques images pour résumer des recherches qui courent sur 30 ans, donc c'est forcément très résumé. Alors, d'abord, un peu d'histoire. Le delta du Rhône est une création récente, comme d'ailleurs la plupart des deltas du monde, même la quasi-totalité des deltas du monde. Il a moins de 5000 ans. Donc, pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a 5000 ans, c'est l'arrivée de ce qu'on appelle le néolithique, c'est-à-dire la mise en culture des terres. Jusque-là, on a essentiellement des chasseurs-cueilleurs, je résume, hein. Et la mise en culture, eh bien, ça déclenche bien sûr disparition des forêts, érosion, livraison de sédiments aux fleuves, et le delta du Rhône commence à avancer. On peut raconter la même histoire dans le Nil, dans le Danube, dans le Mékong, c'est partout pareil. Ce sont les hommes qui créent les deltas, c'est comme ça. Donc vous avez une chronologie, hein. Il y a 4000 ans, le delta du Rhône est à peine esquissé. Il y a 2000 ans, on a une grande pointe qui s'avance, c'est la période romaine, avec une mise en culture intense du bassin versant. Il y a 1000 ans, on a un recul, bon, je n'ai pas le temps d'expliquer pourquoi. Et il y a 300 ans, de nouveau, une poussée magnifique qui est liée à un épisode climatique assez extraordinaire qu'on appelle le petit âge glaciaire, dont vous avez peut-être entendu parler. Cette poussée, c'est celle qui crée la pointe de Saint-Ferréol. Et j'ai mis à gauche la carte du delta du Rhône il n'y a pas si longtemps, hein, il y a 300 ans, ça n'a rien à voir avec le delta actuel. Vous avez un Rhône énorme qui crache énormément en mer, qui s'avance très vite. C'est le bras de Saint-Ferréol. Alors, l'image d'en bas à droite, eh ben, vous avez en mauve la position des différents bras du Rhône qui vont donc se balader d'est en ouest et d'ouest en est. Une histoire que je pourrais vous raconter, mais nous n'avons pas le temps. Et donc aujourd'hui, ben, le Rhône, il est déporté dans la partie sud-est du delta, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et donc le delta du Rhône, c'est une géographie compliquée, de bras un petit peu plus hauts et de zones plus creuses. Un petit aperçu de l'histoire courte. Donc depuis la fin du 19e siècle, le Rhône est aménagé pour la navigation. Il n'était pas navigable avant ou peu navigable. Hein, il y avait des longues périodes où c'était impossible. Donc, si on regarde à gauche, vous avez deux images. Le Rhône en 1876 à gauche, un peu en amont d'Arles. C'est un Rhône, vous voyez, la profondeur en bleu, ben, elle est localisée dans certaines passes. Par ailleurs, il est beaucoup moins profond. Il a des bras multiples et des bancs de galets ou de sable très importants. En 1994 et aujourd'hui encore, il a une toute autre figure. C'est lié à des travaux d'endiguement et surtout de création de ce qu'on appelle des casiers qu'on crée artificiellement. Vous avez en bas à gauche le casier du Pillet, ce qui fait qu'on concentre l'eau dans le même lit. Et le Rhône s'est en 100 ans approfondi de façon considérable, de 10 à 15 mètres par endroit par rapport à ce qu'il était avant. Ce qui fait d'ailleurs que localement, les épaves ont pu être dégagées naturellement par le fleuve qui s'approfondissait. Voilà, donc au milieu, vous avez une image. Le vert, c'est l'approfondissement, l'érosion dans le lit, qui par endroits, vous voyez, dépasse 10 mètres de profondeur. Et en rouge, au contraire, ben, c'est les zones qui ont été équipées de telle façon qu'elles accumulent du sédiment. Voilà, une image du fleuve qui se transforme radicalement en 150 ans. Alors, est-ce que le fleuve est dompté pour autant? C'est une vieille question qu'on a déjà un peu abordée ce soir.
Eh bien, l'atlas des zones inondables dressé par la DREAL du bassin du Rhône montre qu'effectivement, il faut peut-être se garder de tout optimisme, puisqu'on arrive à cartographier les lits occupés lors des crues centenales, qui pourraient être réoccupés par d'autres crues centenales, et de vastes zones alluviales, où le Rhône, par conséquent, a circulé, et sur lesquelles il faut être prudent si on se met à urbaniser. Voilà. Alors, depuis la fin du 19e siècle, on l'a dit et redit, donc je ne vais pas m'étendre beaucoup, mais on a une réduction considérable des apports sédimentaires du fleuve qui passe environ de 17 millions de mètres cubes par an au 19e siècle à 5 ou 7 millions maintenant, donc c'est une grosse division. C'est lié à plusieurs facteurs. Il n'y a pas que les barrages, hein, même s'il y a beaucoup de barrages, c'est des barrages particuliers quand même, hein, c'est des barrages au fil de l'eau, les barrages de la CNR. Ce qui a beaucoup joué, c'est le reboisement des Alpes, qui a été systématique à partir des années, on va dire, 1880. Et puis la correction hydraulique des torrents alpins qui dévastaient les vallées alpines et qu'on a régularisé pour retenir les sédiments en amont. Donc aujourd'hui, les sédiments, ils restent très largement dans la montagne et ils n'alimentent plus l'aval. Donc deux cartes sur le transit sédimentaire solide, ce qu'on appelle le flux solide. Vous avez à gauche une carte, c'est la fin du 19e siècle. À droite, c'est le système actuel. Vous voyez, il n'y a plus de sédiments qui passent. Il y a même par endroits des coupures complètes. Merci. Alors, qu'est-ce que ça nous donne à l'aval? Ben, c'est compliqué à l'aval. Puisque le flux sédimentaire est réduit, eh bien, la mer va devenir beaucoup plus efficace puisque la zone continentale n'a plus de sédiments pour se défendre contre l'agression marine. Donc, en haut à droite, vous avez accumulation et érosion sous-marine. Hein, ce sont des modèles numériques de terrain qui ont été dressés. Chaque fois, je mets le nom des chercheurs, mais bon, vous ne les connaissez pas, même ils sont formidables, mais voilà, il y a au moins leur nom. Donc, entre 1895 et 1974, vous voyez en bleu et vert, c'est le recul des fonds sous-marins qui perdent leurs sédiments et qui vont donc s'approfondir. Et les petites zones en accumulation qui apparaissent en rouge sont désormais très, très, très secondaires, très minimes par rapport au delta. Si on regarde maintenant la position du trait de côte, en bas à gauche, eh bien, recul et avancée du rivage, avancée en vert, recul en rouge. Le recul domine et la valeur moyenne du recul des côtes du delta du Rhône est de 4 mètres par an depuis 1950. 4 mètres par an, ça fait beaucoup quand même. Encore une image, deux images. Alors, ce qui bien sûr, va accélérer l'agression littorale sur le delta, sur la côte du delta, c'est d'une part la montée du niveau marin. Donc, notre équipe a commencé très tôt à mesurer la montée puisqu'on avait des outils pour le faire. Vous voyez que ce n'est pas rien. On passe de moins 5 à plus 20. Ça fait 25 cm d'élévation du niveau marin depuis 1905, sur laquelle se superpose l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des storm surge, c'est-à-dire des tempêtes. Voilà, ça c'est deux thèses différentes et ça dit bien ce qui se passe. Une dernière image. Voilà, ça c'est le site des Saintes-Maries-de-la-Mer. En noir, la position du trait de côte en 1895, en vert en 1953, en orange en 2000 tel qu'il a été mesuré et avec les tiretés tel qu'il est calculé si on n'avait pas fait de digue en avant de la côte. Et en tireté bleue, en 2030, c'est-à-dire bientôt, hein, les Jeux Olympiques dans les Alpes du Sud, s'il y a encore un peu de neige. Voilà, donc il n'y aurait plus de Sainte-Marie-de-la-Mer. Ce qui veut dire que les ouvrages protègent les Saintes-Maries. Je n'ai pas le temps de développer, mais à la fois ils la protègent et ils vont aggraver le risque de la côte, puisque les ouvrages ont un effet de réflexion de l'énergie des vagues qui, à terme, ne peut qu'aggraver la situation. Alors, voilà, alors je m'arrêterai là en disant que je suis géographe. Mais les géographes, vous le savez, ont une vieille tradition d'amitié avec les historiens. Et c'est vrai que moi, dans ma carrière, je suis contente parce que, à la fois, j'ai bénéficié des outils très performants
que la science et la technique ont mis à notre disposition pour faire un travail de mesure précis de beaucoup de choses. Donc c'est le côté très scientifique de la carrière. Comme géographe, j'ai été très aidée pour ça, pour mesurer la mobilité de l'environnement. Mais la collaboration persistante avec les historiens a été aussi un énorme enrichissement parce que ça m'a donné la possibilité d'avoir la mesure à long terme sur les siècles passés de cette histoire-là. Et je trouve que finalement, c'est bien d'être historienne et géographe. Merci. Merci beaucoup Mireille. Merci. La courbe en bleu de 2030, ça c'est si on n'avait pas eu, enfin si on n'a pas les aménagements. Et maintenant, à l'heure actuelle, si on fait rien, on sait un peu diagnostiquer où est-ce qu'on en sera en 2030 ? Si on garde les aménagements tels quels ou si on ne change pas la situation ? Je reformule. Si on garde les aménagements tels qu'ils sont aujourd'hui, est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce que ce trait-là, c'est grâce aux digues à la mer ? Ça, c'est un calcul qui a été fait maintenant il y a une petite vingtaine d'années par François Sabatier, qui a fait sa thèse là-dessus. C'était une époque où on n'avait pas encore beaucoup travaillé finement sur l'effet des digues. Et donc, il a fait un calcul, on va dire, très simple. Hein. La mer recule, enfin la côte recule à telle vitesse. Donc, si on ne fait rien, en 2030, la côte sera là. En fait, les digues, les épis, enfin maintenant c'est une côte rocheuse hein, qu'on a en Sainte-Marie-de-la-Mer, ça n'a plus rien à voir avec le sable. Dans un premier temps, ça freine beaucoup, évidemment, c'est du dur. Hein. Mais il y a un deuxième temps après, et donc les recherches qu'on a fait ensuite, qui sont postérieures à cette carte, ont montré qu'au pied des digues, on a des effets d'affouillement importants qui, à terme, menacent l'ouvrage et donc ne font que reporter l'érosion qu'on mesure. Donc, actuellement, je pourrais vous passer des dizaines de photos. On a des secteurs d'épis ou de digues qui sont complètement submergés, hein, du côté de Sainte-Anne, par exemple, ou en Petite Camargue. Ici, ça tient encore un peu, mais à mon avis, pas pour très longtemps. Merci Mireille. Bonjour. Alors, je m'appelle Mireille Provençal. On ne peut pas faire plus provençal. Je suis à la retraite, comme le montrent mes cheveux blancs. Mais je me suis passionnée pour mon métier pendant 30 ans, 40 ans presque. J'ai été professeure de géographie à l'université d'Aix-Marseille. Et ensuite, et en même temps, j'ai travaillé dans un grand laboratoire de recherche sur l'environnement qui s'appelle le CEREG. Ma spécialité, c'est la géographie. Mais la géographie, ça ne veut pas dire grand-chose. Pour vous, peut-être. Parce que dans l'enseignement secondaire, la géographie, c'est un mix avec l'histoire. Alors qu'à l'université, la géographie, c'est pas l'histoire, même si, vous allez voir, je vais y revenir. Et surtout, la géographie, c'est des spécialités très, très spécialisées. Et donc, comme j'ai un cerveau féminin très intelligent, comme vous l'avez compris tout à l'heure, sans stéréotypes, je me suis spécialisée dans une partie un peu scientifique de la géographie, qui est la science de l'environnement. Alors, la science de l'environnement, les sciences de l'environnement, c'est un peu tout, c'est un immense domaine. Moi, dans cet immense domaine, je me suis intéressée au fonctionnement de l'environnement, c'est-à-dire comment fonctionnent les fleuves, comment fonctionnent les montagnes, quels sont les risques naturels, et c'est là qu'on rencontre la société. Ça va les jeunes filles ? Ça me fait quoi comme chose ? Les autres groupes, ils ne m'ont pas écouté aussi longtemps, ils ont beaucoup parlé. Alors comme étude, j'ai fait des études de géographie. Mais puisqu'on est dans les histoires de femmes, je vais vous expliquer que quand j'ai fait mes études, dans l'enseignement supérieur, pour les femmes, c'était pas comme pour les garçons, les filles. Les filles, elles faisaient histoire-géo. Parce qu'on estimait qu'elles avaient un cerveau qui était généraliste, qui avait du mal à se spécialiser sur la science, comme ça. Donc j'ai fait histoire-géographie. Alors que les garçons, ils faisaient ou histoire ou géographie. Parce qu'eux, ils étaient forts, scientifiques, spécialisés, etc. Et oui. Et
Donc l'agrégation, j'ai passé l'agrégation, c'est un concours pour devenir prof, hein. L'agrégation, c'était histoire-géographie pour les filles qui avaient droit aux généralités, tandis que les garçons étaient spécialisés. Et je suis la première génération, qui a fait séparer histoire et géographie, donc j'ai passé l'agrégation de géographie. Et déjà à cette époque, ce qui m'intéressait, c'était la nature, pas la géographie des villes ni des routes, tout ça. Donc très vite, tout de suite après, je me suis engagée. On m'a proposé de faire une thèse, hein, puisque pour devenir enseignant ou chercheur, il faut faire une thèse. Et on m'a donné un terrain de thèse. Les géographes, ils ont des terrains de thèse à 2000 km d'ici. J'avais déjà un enfant. C'était complication pour les femmes, hein, surtout à l'époque. Il n'y avait pas la contraception, ça n'existait pas. Donc j'ai eu une fille à 18 ans. Et le proviseur du collège, du lycée m'a convoqué, m'a dit « Mademoiselle, vous êtes un très mauvais exemple, dehors ». Donc j'ai été virée. Ça ne m'a pas empêché de réussir tout le reste. Au contraire, je me suis accrochée. Et je me suis bien occupée de ma fille aussi, qui est devenue professeure d'histoire-géographie. Comme quoi, hein, ça ne l'a pas dégoûtée. Donc je suis partie très loin, à 2000 km en Italie du Sud, c'était difficile, hein. Soit je laissais mes enfants et je pleurais, soit je les emmenais et je pleurais aussi parce que je ne pouvais rien faire. Mais bon, finalement, j'ai travaillé. Et en Italie du Sud, il y a deux sujets qui m'ont passionnée. Le premier, c'est les grands fleuves, parce qu'il y a des grands fleuves en Italie du Sud. On voit l'Italie du Sud comme une espèce de désert, c'est pas du tout ça, hein. Il y a des grandes montagnes avec des forêts, des grands fleuves. Et deuxièmement, c'est l'archéologie. Parce qu'en Italie du Sud, il y a des sites archéologiques, alors là, je ne vous dis pas, hein, comme à Arles, au moins. Naples, Paestum, Velia, je passais des meilleurs. Et donc, c'est ce croisement entre la nature et les sites archéologiques qui a déterminé ensuite une partie de ma carrière. Et quand j'ai fini ma thèse en Italie, je suis venue ici, à Arles, évidemment. Et j'ai travaillé beaucoup sur le Rhône, à Arles, à Avignon. Et puis quand même, comme j'étais pas que enfermée dans l'histoire, j'ai beaucoup travaillé aussi sur le Rhône aujourd'hui. Les crues, l'effet des barrages, les débordements, la Camargue, la montée du niveau de la mer, le recul de la côte, tous ces sujets qui touchent autour des risques naturels, qui sont intéressants parce qu'eux aussi, ils croisent la science dure et les sciences humaines. Le risque, c'est un risque naturel, et qui c'est que ça affecte? C'est les hommes et les femmes. Voilà, donc c'est une carrière scientifique un peu particulière, mais que je revendique et qui est passionnante, que je vous conseille, femme ou homme. Et qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier? Qu'est-ce qui me plaît dans mon métier? Premièrement, c'est qu'il se passe dehors. Que ça me donne l'occasion de marcher, d'observer, de respirer. Je ne suis pas tout le temps à l'intérieur. Maintenant, je suis à la retraite, hein, mais je continue. Ça m'intéresse toujours. Donc j'ai arpenté. Il n'y a pas de coin au bord du Rhône que je ne connaisse pas, ni en Italie, hein. Je connais la Camargue par cœur. Donc dehors, marcher, observer, prendre des notes. Et ensuite, rencontrer les autres. Parce que c'est bien les feuilles, les plantes, les racines, tout ça, mais c'est vachement intéressant de travailler avec le social. Parce que quand le Rhône déborde, les gens ici, hein, moi j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu la crue de 93, 94, 2002, 2003. Énorme crue, avec une confrontation avec la population qui disait « c'est insupportable, il faut creuser le fleuve et faire des digues pour que l'eau puisse passer ». Et nous, les scientifiques, on disait « surtout pas creuser le fleuve et surtout pas faire des digues ». Et les gens ne comprenaient pas. Donc il y a eu des débats très vifs. Ici, avec le maire de l'époque, M. Schiavetti, je m'en souviens, et puis un peu partout. Et ça m'a plu, si vous voulez, parce que c'est vraiment, si vous voulez, par rapport à une demande sociale, il y a le savoir scientifique qui dit non, 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 on ne peut pas tout faire. Voilà. J'ai répondu à ta question? Oui, oui. Pourquoi on fait de la recherche? Après, c'est important de faire de la recherche. Sinon, on ne comprend rien. On ne comprend rien. Si on ne sait pas pourquoi il y a des crues,
enfin, on ne comprend rien dans ce domaine-là, mais c'est pareil pour la médecine. Si on fait de la médecine sans qu'il y ait de la recherche derrière, on ne découvre pas les virus, on ne découvre pas les vaccins, etc. C'est indispensable la recherche.